Vidéo de révision sur le chapitre de la synthèse en chimie organique et les principes de la chimie verte. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une synthèse chimique? Une synthèse chimique, on l'a vu, c'est une transformation chimique, une réaction chimique au cours de laquelle au moins deux molécules, qu'on appellera des réactifs, vont réagir entre elles dans des conditions particulières pour former des produits. Et parmi ces produits, un seul va nous intéresser. C'est ce qu'on appellera le produit d'intérêt. Alors, parmi ces espèces chimiques qu'on va synthétiser, on a deux types. On a les molécules identiques aux molécules qui existent dans la nature, que l'on peut synthétiser. Donc, on a vu donc l'arôme de banane, l'indigo, mais on peut aussi synthétiser des molécules qui ne sont pas présentes dans la nature, c'est-à-dire qui sont uniquement fabriquées par l'homme. Alors on connaît la vanilline, qui est une molécule identique à celle présente dans la vanille, mais l'homme est capable de fabriquer une autre molécule qui s'appelle l'éthylvanilline, qui a un pouvoir sucrant beaucoup plus important. De même le nylon, les plastiques, sont toutes des molécules fabriquées uniquement par l'homme qui n'existent pas dans la nature. Alors maintenant la raison, pourquoi synthétiser? Pourquoi synthétiser des molécules? Déjà, pour répondre aux besoins humains. On est de plus en plus nombreux, nous avons de plus en plus besoin d'espèces chimiques avec des propriétés spécifiques, que ce soit des médicaments, que ce soit des colorants, des pigments, des polymères. Donc il faut répondre aux besoins des hommes, mais aussi préserver l'environnement qui pourrait être détruit si on utilisait uniquement des substances chimiques naturelles. Par exemple le pastel qui permettait de faire l'indigo. Donc c'est beaucoup plus rentable de fabriquer de l'indigo de manière chimique qui nécessite moins de temps d'extraction, de macération, et on peut fabriquer ça en beaucoup plus grosse quantité. Et donc, comme on peut faire ça en plus grosse quantité, ça permet de diminuer le coût d'obtention des espèces chimiques alors qu'on peut les récupérer dans la nature. Donc, voilà, les intérêts, c'est de pouvoir reproduire des espèces chimiques naturelles en grande quantité, de pouvoir inventer de nouvelles substances qui ont des propriétés innovantes, et aussi de modifier des substances naturelles pour beaucoup plus d'efficacité. Ensuite, quand on veut fabriquer une molécule organique, on va être obligé de passer par différentes étapes. Alors tout d'abord, rechercher les réactifs que l'on a besoin. Alors pour cela, bien vérifier deux choses. Tout d'abord, les pictogrammes inscrits sur chacun des réactifs. Donc certains peuvent être corrosifs, peuvent être inflammables, nocifs par inhalation. Donc bien regarder les consignes de sécurité, donc manipuler avec gants, lunettes, blouse, et vérifier que les réactifs peuvent bien se mélanger pour pouvoir réagir, c'est-à-dire vérifier leur solubilité dans le même solvant. Et bien sûr respecter les conditions expérimentales, c'est-à-dire quand on va faire une synthèse, on va peut-être travailler à une certaine température, une certaine pression, pendant une certaine durée. Donc ça, c'est les préambules pour pouvoir effectuer une synthèse organique. Alors, une fois ça mis en place, il va falloir prélever les réactifs. Alors, deux cas possibles. Si les réactifs sont sous forme solide, on a besoin d'une balance, d'une coupelle, d'une spatule, on fait la tare avec la coupelle et on va pouvoir peser une masse M précise de chacun des réactifs solides. Dans le cas de liquide, le plus pratique est de prélever un volume. Alors d'abord on peut utiliser des pipettes graduées ou pipettes jaugées si on a besoin d'un petit volume, ou alors pour un plus gros volume on peut utiliser une éprouvette graduée. Si on a des solutés, là aussi on peut mesurer un volume de solution. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est la transformation chimique. Donc la transformation chimique va permettre aux réactifs de disparaître et de former des produits à une certaine température au moyen d'un montage. Ce montage qu'on appellera le montage de
chauffage à reflux. Alors ce montage de chauffage à reflux a trois avantages. Le premier, c'est de permettre d'accélérer la transformation chimique. Puisqu'on va faire chauffer, les réactifs vont se rencontrer beaucoup plus facilement, puisqu'il y aura beaucoup plus d'agitation thermique, et donc meilleure rencontre, donc meilleure réaction, donc on diminue les temps de réaction. On va aussi éviter les pertes de matière. Alors, comment on peut éviter les pertes de matière? Ici, perte de réactifs et de produits, tout simplement parce que le chauffage va permettre de vaporiser les réactifs et les produits formés qui vont monter dans la colonne, et au contact de l'eau froide, ça va permettre de condenser les vapeurs qui vont retomber dans le ballon. Alors maintenant, il nous reste à voir un petit peu les différents éléments de ce chauffage à reflux. Alors tout d'abord, on a donc 5 éléments. Le numéro 5, je vais commencer par le premier, c'est ce qu'on appelle le support élévateur. Alors quel est son rôle? Le support élévateur va permettre donc déjà de lever l'ensemble du montage, de surélever, pour que au moment où on arrête de chauffer, on puisse baisser le support élévateur, ainsi que le numéro 4 qu'on appellera le chauffe-ballon, c'est-à-dire ce qui va permettre de chauffer le mélange réactionnel. Donc on va déconnecter finalement en baissant le support élévateur et le chauffe-ballon. On va déconnecter l'ensemble du ballon, ce qui va permettre au ballon de se refroidir. C'est le numéro 2, le ballon. Ça permet donc au ballon de se refroidir après l'étape de chauffage. Dans ce ballon, on a le numéro 3. Le numéro 3, qu'est-ce que ça sera? C'est ce qu'on appellera ici notre mélange réactionnel. Qu'est-ce que c'est que ce mélange réactionnel? Ce mélange réactionnel contient plusieurs ingrédients. Alors, quels sont les ingrédients de ce mélange réactionnel? Déjà, on aura les réactifs. Les réactifs qui sont dans des proportions déjà définies. Mais on aura aussi un catalyseur. Normalement, le catalyseur, ça peut être de l'acide sulfurique, quelques gouttes, qui va permettre, lui, d'accélérer la vitesse de la réaction. Et on va aussi rajouter dans ce mélange réactionnel de la pierre ponce. Donc la pierre ponce, c'est des petits grains qui, au moment du chauffage, vont bouger en même temps que l'ébullition. Ça va permettre d'agiter le mélange, mais aussi de casser les grosses bulles. Donc ça permettra de réguler l'ébullition. Enfin, le numéro 1, c'est ce qu'on appellera un réfrigérant à boule ou réfrigérant à eau. Alors le réfrigérant à eau, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un tube. Donc, on appelle ça le réfrigérant à eau. Donc c'est un tube autour duquel va circuler une circulation d'eau froide. Alors, ce tube est connecté par deux tuyaux. Un tuyau qui est relié ici au robinet, qui va permettre de faire rentrer l'eau par le bas, l'eau froide. L'eau froide va monter sur les côtés et ressortir par le haut dans l'évier. Donc on doit bien avoir une circulation d'eau froide qui va permettre de justement condenser le mélange réactionnel. Donc voilà les éléments d'un chauffage à reflux. Une fois que l'espèce chimique que l'on souhaite fabriquer est arrivée à terme de ce chauffage, on va donc isoler l'espèce chimique synthétisée puisqu'elle ne sera pas encore pure. Donc, deux possibilités. Si le produit formé, par exemple de l'aspirine, est solide, nous avons vu que pour séparer le solide du reste du liquide, on va faire ce qu'on appelle une extraction solide-liquide, qui va être réalisée soit par filtration simple avec un entonnoir et un filtre, comme ça on peut séparer le solide du liquide, ou soit par filtration sous vide ou pression réduite avec un filtre Büchner, qui permettra par aspiration de l'air, de favoriser l'extraction solide-liquide. Dans le cas d'un liquide, comme l'huile essentielle de banane, on peut faire ce qu'on appelle une extraction liquide-liquide, qui est réalisée à l'aide d'une ampoule à décanter. Les deux espèces ne sont pas miscibles. On aura une phase aqueuse, qui sera généralement plus dense, qui a une densité de 1, et la phase la moins dense, normalement plutôt la phase organique, généralement,
que la densité est plus petite que 1 va se retrouver en haut. Et donc, après agitation, décantation, dégazage, on va pouvoir séparer les deux phases et récupérer la phase qui va nous intéresser, que l'on pourra ensuite, par exemple, laver. Si un petit peu quelques traces d'acide, on pourra rajouter de la base pour pouvoir neutraliser l'acide et avoir le produit pur désiré. Et enfin, une fois ce produit pur, il nous reste à l'identifier, donc c'est la 4e étape. Alors pour l'identifier, depuis le début de l'année, on a vu différentes techniques. C'est la principale qu'on a vue, c'est celle-là. C'est la chromatographie sur couche mince, c'est-à-dire que vous avez une plaque. Sur cette plaque, vous faites des dépôts. Sur le milieu du dépôt, vous déposez une goutte du produit synthétisé, une goutte des différents produits purs, et par migration de l'éluant, on va observer la migration des tâches, ce qui va donner, par exemple, une tâche qui pourrait se retrouver au même niveau que celle du produit de référence. Ça permettra de vérifier que le produit synthétisé correspond bien au produit de référence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la chromatographie sur couche mince. Ou alors, on peut utiliser l'indice de réfraction, c'est-à-dire comment l'espèce chimique liquide peut dévier plus ou moins la lumière avec un réfractomètre. Si c'est un solide, à ce moment-là, on peut mesurer sa température de fusion avec cet appareil qu'on appelle un Bank-Hoffler. Ou alors, pour un liquide aussi, on peut mesurer sa densité. La densité, c'est un peu comme la masse volumique, il suffit de mesurer à la fois sa masse, son volume, calculer le rapport M sur V, et on obtient la masse volumique. Donc voilà les différentes étapes pour pouvoir identifier un produit synthétisé. Et enfin, quand on veut fabriquer un produit, le but, c'est de concevoir et de développer des produits et des procédés chimiques qui permettent de réduire et d'éliminer au maximum l'utilisation et la synthèse de substances dangereuses. Et pour ça, on doit respecter 12 principes de la chimie verte. Alors je vous demanderai d'en retenir au moins deux ou trois à peu près sur tous ces principes-là. Mais vraiment, les principes, c'est vraiment, par exemple, économiser des atomes. C'est-à-dire que tous les atomes présents dans les réactifs, ça serait bien qu'ils se retrouvent tous dans le produit final, pour être sûr de ne pas avoir de sous-produits. Synthétiser par des synthèses beaucoup moins toxiques, par exemple en remplaçant un réactif par un autre, qui pourrait permettre d'aboutir au même résultat, mais avec moins de toxicité. Par exemple, ça peut être aussi des produits chimiques plus sûrs, ça peut être de la catalyse, choisir un bon catalyseur qui permettrait de travailler à température ambiante, et éviter de faire chauffer, d'augmenter la pression, de trop dépenser d'énergie par exemple. Donc limiter les dépenses énergétiques. Utiliser des solvants moins polluants, réduire les produits dérivés, c'est-à-dire que les produits qu'on va obtenir secondaires, ça pourrait être bien soit de les recycler, voilà, pour éviter qu'ils soient jetés dans la nature, ou utiliser des substances renouvelables, ou voilà. Donc il y en a plusieurs, et donc je vous demanderai juste d'en retenir 2 ou 3. Voilà pour cette petite vidéo de révision.